J'ai eu une double dynamique, je vais t'expliquer. Déjà, je vendais mon temps en tant que freelance et je me suis rendu compte que je pouvais pas gagner aussi bien que ma vie d'avant. Donc moi, je fais partie des rares freelances qui se sont appauvris en devenant freelance. Là, dans leur rythme effréné du moment, pour se trouver le temps de créer un média, ça va leur coûter. En gros, combien ça coûte de créer un média? Ça coûte 1 jour par semaine. Et je trouve que c'est un bon investissement parce qu'il faut pas oublier non plus que si tu fais pas ça, bah tu vas avoir du taf par derrière. Prospecter tes clients un par un, faire des pubs, ça va te coûter en pub. Donc voilà, faut le considérer plus comme un investissement que comme une perte de temps. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que bon, les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Hello Flavie, je suis super content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Comment ça va aujourd'hui? Ben ça va, un jour de podcast, c'est toujours une bonne journée pour moi, tu sais, la podcasteuse. Donc merci beaucoup de m'accueillir, Kevin. Ah oui, bah oui, je devrais avoir la pression. On vous tease un petit peu, mais Flavie, elle a un gros podcast. On va en parler juste après. Flavie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs, s'il te plaît? Bien sûr, bah écoute, moi je suis une ancienne salariée en corporate, tout ce qui est de plus classique, qui est devenue solopreneur. Cette mutation m'a pris à peu près 3 ans et j'ai commencé en créant un podcast en side, en parallèle de mon job de directrice commerciale. Et puis voilà, j'ai créé un podcast pour apprendre le freelancing et apprendre le soloprenariat. Et puis en 3 ans, j'en ai fait un podcast qui est devenu, on va dire, la référence du soloprenariat en France. Il s'appelle Le Board, comme un peu, c'est un petit clin d'œil à ma vie d'avant où j'étais au board, donc dans un comité de direction. Et quand on est solo, on n'a pas de board. On est tout seul, on n'a plus personne pour nous donner des conseils. Donc j'ai voulu me recréer un peu cet entourage du solopreneur. Et on en parlera dans l'épisode, mais ça m'a donné des idées de produits ensuite. Et donc, j'ai créé l'incubateur solopreneur, qui est un dispositif de formation que j'aimerais aussi performant qu'un incubateur de start-up, mais adapté à l'indépendant. Et donc, moi, ma mission, c'est faire scaler les indépendants pour que on puisse être heureux, vivre bien dans un solo business sans se cramer. Voilà. Ok, très intéressant. Il y a plein de sujets ici qu'on va pouvoir décortiquer. Il faut savoir que Flavie, elle a une liste mail avec 4000 contacts sur Substack. Donc c'est hyper intéressant. Personnellement, j'ai à peine dépassé la barre des 1000 contacts récemment sur ma liste mail et encore, ils sont pas tous engagés. Elle a surtout un podcast avec 15 000 écoutes par mois. Donc on va voir un peu comment est-ce qu'elle est arrivée à ces 15 000 écoutes. Et du coup, c'est top de voir que tu as pu lancer ça un peu en side pendant que tu envisageais déjà ta reconversion un peu. Elle a 20 000 abonnés sur LinkedIn, ce qui est déjà top comme audience. Et ses abonnés sont vraiment qualifiés. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Elle a 2 business models, à la fois un média qu'elle arrive à monétiser avec des partenariats et un business model plus de formation avec un bootcamp en ligne. Et on va pouvoir en parler aussi. La première question que j'ai envie de te poser, Flavie, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à passer un peu de la vente de ton temps, tu m'as dit ça avant, à la création d'un média, par exemple, et comment est-ce que tu as pu utiliser ça pour doubler ton chiffre d'affaires? Alors, moi, j'avais déjà créé mon média avant, mais il me rapportait pas d'argent. Donc c'est plutôt, enfin, j'ai eu une double dynamique, je vais t'expliquer. Déjà, je vendais mon temps en tant que freelance et je me suis rendu compte que je pouvais pas gagner aussi bien que ma vie d'avant. Donc moi, je fais partie des rares freelances qui se sont appauvris en devenant freelance parce que j'ai presque 40 piges et en fait, quand tu es, manager sur des bons niveaux de poste, devenir freelance, c'est chaud. Il faudrait que je gagne 300 000 balles par an en freelance, donc ou 200 000, mettons. Et en vendant son temps, c'est pas évident. Donc je me suis dit, soit je vais finir en burn-out, soit il faut que je fasse quelque chose. Donc là, je me suis dit, voilà, pour moi, le seul modèle valable, c'est le solopreneur à l'américaine, c'est-à-dire qu'il va créer différentes formes de revenus. Et en combinant tous ces œufs que je vais mettre dans différents paniers, j'arriverai un jour à me recréer à peu près autant que ma vie d'avant. Voilà, en tout cas, un confort financier qui me permette de payer mes 2 enfants, ma baraque, tout ça. Parce que c'est un peu l'inconvénient de se lancer sur le tard tu vois, dans le business en ligne par rapport à si tu as 20 ans et que tu t'en fous, quoi. T'as pas de descendance qui compte sur toi. Tu fais un peu ce que tu veux, tu es un peu plus flex. Donc, il y a eu ça. Et après, deuxième déclic, j'avais un podcast depuis au moins 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et je n'avais pas pensé, en fait,
à gagner de l'argent grâce à ce podcast parce que je pensais que c'était impossible. Un podcast, c'est hyper ingrat, les gens veulent pas payer pour écouter, même s'ils adorent et tout. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est mort. Et j'ai vu un podcasteur qui dit, bah, moi j'ai monétisé mon podcast en 6 mois et ça m'a piqué au vif, tu vois. Je me suis dit, mais attends, mais comment ça? Bah alors c'est possible, bah allez, go, j'y vais. Et à partir de là, j'ai enclenché le mode on et j'ai cherché en fait, tu vois, j'ai mis mon cerveau en veille active sur des idées de monétisation. Il n'y avait pas le feu au lac, j'en avais pas un besoin impératif pour vivre parce que je freelançais à côté. Mais je me suis dit, voilà, ça a ouvert une porte dans mon cerveau. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à chercher des pistes de monétisation. Et voilà, 2 ans et demi plus tard, j'ai réussi à créer un produit dérivé autour du board. Ok, intéressant. Par curiosité, du coup, quand tu t'es lancé à la base en mode freelance, qu'est-ce que tu vendais? Alors, ben, sans trop d'imagination, j'ai vendu ce que je faisais avant, hein, donc directrice commerciale externalisée. Et c'est bien, mais donc c'est utile, je gagnais de l'argent assez facilement. Mais du coup, c'était un peu chiant. Tu vois, je devais en gros aller au bureau ou manager des gens, enfin Hmm. m'occuper des commerciaux. Et je me suis dit, bah, à quoi bon avoir la même vie qu'avant, mais plus précaire. Donc je me suis dit, c'est pas ça le rêve de la liberté et tout ça, faut que je trouve autre chose. Et je me suis voilà, autorisée à pivoter des trucs. Mais ça m'a pris presque 3 ans pour que finalement ma compétence soit dérivée aussi maintenant de mon média. Et au départ, quand j'ai commencé, mon média n'avait rien à voir avec ma compétence. Donc d'un côté, j'avais un média sur le freelancing et de l'autre, je parlais à des directeurs commerciaux, des startups et tout. Et plus ça va, plus maintenant j'essaye, tu vois, de conjuguer les deux. Et là, c'est l'année où enfin je vais dériver aussi un produit B2B de mon podcast. Donc je suis en train de préparer des conférences pour les entreprises sur le sujet de la liberté, etc. C'est un peu en... Je suis en train de me faire coacher là, elle n'est pas encore complètement sortie. Mais normalement, cette année, 3 ans plus tard, c'est l'année où je vais pouvoir aussi vendre mon temps, mais sur un sujet qui me passionne, à savoir le freelancing et la liberté dans les entreprises, et pas devoir faire des missions, tu vois, on va dire, comment on dit, pour l'argent de poche, quoi, tu vois, qui te motive pas des masses, mais bon, tu as besoin de l'argent pour financer ton média. Ouais, ok. Intéressant. Donc, si je comprends bien, avant de quitter ton poste, tu avais déjà lancé ton podcast, c'est ça? Ensuite, tu t'es rendu compte que tu le monétisais pas. Et tu as eu un déclic en voyant quelqu'un le faire, partager comment il l'a fait. À ce moment-là, déjà, tu dirais que tu générais combien d'écoutes par mois en moyenne? Est-ce que ça marchait bien? Alors, très bonne question, faudrait que je reprenne mes chiffres. J'étais pas encore au stade. Enfin, j'étais pas mal déjà, mais je pense que je devais être à 5-6 000 écoutes par mois quand même. Ah ouais. D'accord. Et du coup, c'est ce qui m'a un peu induit en erreur, c'est que si tu restes dans un business model de podcasting, sponsoring de podcast, tu as l'impression que tu vas gagner 300 balles en vendant tes écoutes, tu vois, par mois. Donc c'est rien, ça sert à rien. Je me suis dit, bah, moi dans ma tête, vraiment, c'était clair. C'était à quoi bon se faire chier pour avoir des sponsors pour gagner 800 balles par mois. C'est quoi? C'est une journée de freelancing pour moi, enfin, ou une demi-journée. Bon, tu vois, le jeu n'en valait pas la chandelle. Et puis moi, j'avais le problème que, bon, ben, malheureusement, mon podcast ne m'apportait pas de clients. Donc, tu vois, c'était doublement un poids mort. Donc, c'est quand même là aussi où je me suis dit, bon, ben, faut que tu fasses quelque chose. Soit tu crées un produit, soit tu te lances sur le sponsoring. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé de me lancer dans le sponsoring, j'ai commencé par là. En fait, j'ai quand même pris mon podcast plus sérieusement aussi. Ça l'a rendu meilleur, tu vois. Parce que s'associer avec des noms d'entreprises, c'est pas que un truc pénible pour les auditeurs, au contraire, c'est aussi un truc de statut. Ah, Flavie, elle bosse avec Abby, elle bosse avec Number, elle bosse avec tel grand nom d'entreprise du freelancing. Bon, bah, c'est que son podcast, ça doit être sérieux, je vais peut-être l'écouter. Ok, intéressant. Et juste comme ça, parce que du coup, j'ai aussi un podcast et c'est pour ça que tu es là. Quand tu as commencé, du coup, tu as commencé à quel rythme? Combien d'épisodes tu faisais par Alors moi, semaine? j'ai toujours fait un podcast par semaine. Après, j'ai fait pivoter mon podcast. Tu vois, au début, ça parlait, c'était un podcast pour les dirigeants. Truc, on peut pas faire plus vague. C'était du sous Pauline Léniaud, en gros, tu vois. Genre, j'adorais cette fille et j'essayais de faire pareil, mais sauf que moi, j'ai pas une équipe de 10 personnes, ni son réseau. Et puis petit à petit, j'ai pivoté. Et là où ça a vraiment pris, c'est quand j'ai soigné mon concept et j'ai fait un concept un peu différent. J'ai trouvé le concept des mini-séries, un peu comme dans Netflix, mais version podcast. Et donc moi, maintenant, mon podcast, quand tu l'écoutes, c'est une interview avec un expert du soloprenariat, mais snacké, tu vois. Tu as un petit épisode tous les jours pendant 5 jours. Et c'est un petit côté fun, il y a de la musique et tout. Donc à partir de là, ça a accroché les oreilles des auditeurs. Ils se sont dit, ah, c'est cool comme podcast.
Et donc voilà, ce concept était meilleur aussi pour, quelque part, le présenter à quelqu'un et en dériver quelque chose, quoi. Intéressant. Ok, bah, du coup, un podcast par semaine, et ensuite tu as décidé de monétiser. Voilà, alors donc du coup, moi, je suis contente d'avoir pris de l'avance pendant mon salariat parce que j'avais plus de temps, paradoxalement, quand j'étais salariée qu'en tant qu'entrepreneur pour développer mon média, parce que je le faisais le soir, le week-end, c'était un peu relax. Donc j'ai pris ce rythme de un par semaine, un rythme qui m'a jamais quitté. Alors que si je pense que, tu vois, comme je pense aux entrepreneurs qui nous écouteront, là, dans leur rythme effréné du moment, pour se trouver le temps de créer un média, ça va leur coûter. En gros, combien ça coûte de créer un média? Ça coûte un jour par semaine. En gros, c'est le tarif. Moi, ça me prend un jour par semaine pour publier un épisode toutes les semaines. Et encore maintenant, parce que oui, je vais plus vite. Oui, j'ai une meilleure organisation. Mais j'ai rajouté des choses du coup. J'ai rajouté la newsletter, je fais plus de posts sur LinkedIn, tu vois, je fais plus connaître le podcast, je fais des carousels et tout. Donc forcément, voilà, ce rythme, un jour par semaine, moi, il m'a jamais quitté. Et je trouve que c'est un bon investissement parce qu'il faut pas oublier non plus que si tu fais pas ça, bah tu vas avoir du taf par derrière, prospecter tes clients un par un, faire des pubs, ça va te coûter en pub. Donc voilà, je vois moi le média comme un investissement agréable en tant que personne parce que j'aime bien, c'est créatif, c'est sympa. C'est vrai qu'il y a un petit côté répétitif, mais bon, si tu trouves un sujet qui te passionne, normalement, tu trouves pas que c'est une répétition. Moi, tu vois, toutes les semaines, je pourrais écouter 12 podcasts sur le soloprenariat, je serais jamais lassée, tu vois. Donc, faut bien choisir son sujet. Et puis surtout, c'est une activité scalable dans le sens où, ben, un média que tu construis, il va te servir à plein de choses. Faire monter tes prix, te faire connaître, trouver tes clients, organiser tes futures masterclass, créer un produit. Donc voilà, faut le considérer plus comme un investissement que comme une perte de temps. Hmm. Ouais, super intéressant. Et aujourd'hui, ça paye clairement parce que t'as des marques qui viennent vers toi pour payer, j'imagine, des spots où tu parles d'eux. Alors, qui viennent vers moi? Oui et non. Ça, quand même, n'exagérons pas, tu vois. D'ailleurs, c'est le paradoxe du truc, c'est que tu te dis, bon, tu vois les gens connus, tu te dis, bon, ben, les gens, tu sais, comme ils sont sur LinkedIn, j'ai réussi, nanana, donc tu te dis que c'est facile. Mais c'est pas si simple, hein. Moi, je vais quand même prospecter mes sponsors. Euh, Ils m'ont identifié, je suis dans leur scope, mais entre ça et faire signer un chèque de 15 000 euros, bah, il y a quand même une stratégie commerciale derrière. C'est-à-dire, on se boit un café, c'est cool ce que vous faites, tiens, voilà, j'ai trois, quatre idées pour toi, quand est-ce que ça sera le bon moment? Ah, ça sera plutôt sur le troisième trimestre, ok, je me mets une relance. Tu vois, il y a quand même, je dirais, quatre, cinq rendez-vous, tu vois, histoire de faire avancer Ah le ouais. schmilblick, parce que le sponsoring, c'est une dépense ouais, conséquente pour les entreprises, tu vois. Il faut qu'ils aient levé des fonds, il faut que les fonds soient arrivés, il faut que ça s'inscrive dans leur stratégie marketing. Donc voilà, c'est pas non plus open bar. Et je pense que le open bar, c'est vraiment le génération do it yourself, quoi, qui fait 400 000 écoutes par mois. Et les gens n'étant pas originaux, ils vont penser à lui tout de suite. Par contre, tous les autres petits podcasts derrière, ils ont plutôt quelques petites miettes du gâteau à se partager. Donc n'attendez pas non plus que les sponsors viennent à vous. Moi, mes premiers sponsors, je suis allée les chercher, tout simplement. Et d'ailleurs, mon premier sponsor, c'était sur mon deuxième podcast sur le Web3 que j'avais fait à l'époque. J'avais créé un concept et ce concept-là, je l'ai pitché avant même qu'il soit sorti à une école de la blockchain que j'avais identifiée comme pouvant me sponsoriser. Et ils me l'ont sponsorisé, ils m'ont fait un chèque de 4 000 euros. Ok, donc c'est quand même du travail en fait, ça tombe pas comme Ouais, ça. Ok, c'est, c'est en partie scalable, mais pas non plus 100%. ok, je vois. Ok. Donc en gros, c'est toi qui identifies les entreprises que tu vas chercher, c'est ça? Ouais, en fait, je me suis dit, bon, moi, je connais très bien mon persona, donc ceux qui écoutent, c'est vraiment freelance, indépendant, solopreneur qui veulent vivre durablement de leur activité. Je me suis fait une liste des services ou des produits qui pourraient intéresser ces personnes, donc mes auditeurs, pour que ça soit intéressant. J'ai listé aussi les produits que moi j'utilisais et que j'aimais bien. Et puis après, bah, je suis allée rajouter les gens sur LinkedIn, discuter. Je suis allée voir aussi si sponsorisé. Et après, autres tips, ben, bien sûr, est-ce qu'ils font des campagnes avec d'autres médias, d'autres podcasteurs, d'autres influenceurs, des newsletters. Donc je suis un peu en veille et en fonction de ça, ben, je me crée, on va dire, ma liste, ma target list avec des personnes qui, je pense, avec qui ça pourrait matcher. Ok. La question qui me vient en tête maintenant, c'est ça représente quand même pas mal de boulot, de mon point de vue, là, comme tu m'en parles. Tu dirais que c'est quoi la différence entre aller chercher ce type de client sponsoring là et des clients pour une presta, par exemple?
Alors moi, c'est vrai que enfin, en fait, c'était quand même ma zone d'expertise, dans le sens où je suis une ancienne directrice commerciale, donc tu vois, ça serait un peu absurde. C'est comme s'il y avait un développeur qui passe à ton micro et qu'il avait fait développer son site par quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, bon, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de compétences recyclées de ma vie de salarié, mais au moins celle-là, je l'ai. Donc en fait, j'ai juste eu à me mettre un coup de pied aux fesses, à me faire ma liste, et puis j'avais les techniques de vente. Donc pour moi, c'est pas trop une contrainte. Donc tu vois, on joue avec nos forces et nos faiblesses. Et puis, après, moi, je suis sur des offres plutôt high ticket. Donc, vu ma seniorité, j'ai vraiment mes clients en freelance, c'est minimum 15 000 € et mes clients en bootcamp, c'est minimum 5 000 €. Donc, ça ressemble en fait à ça. Et faut pas croire, hein, enfin, de temps en temps, j'entends des Américains qui disent ça, mais j'y crois pas trop, en tout cas en France, que les gens vont venir acheter un truc à 5 ou 15 000 € tout seul de la part d'une landing page en passant par, tu vois, une pub. Donc, il y a quand même cette approche de prospection personnalisée et au moins de rendez-vous de vente qui, je pense, est importante aussi dans une activité de solopreneur high ticket scalable. Et si vous êtes coach en ligne, voilà, et si vous faites un programme un peu conséquent, un peu costaud, quand vous avez des calls de vente, ben, ça ressemble à ça en fait avec les sponsors. Il y a une méthode derrière à utiliser pour que le call soit fructueux. Ok, ouais, c'est ce que je comprends du coup. C'est comme si ça change rien. C'est comme, enfin, tu vas chercher un client high ticket pour une grosse presta, quoi. C'est à peu près la C'est même ça. chose. Mm. Tu as ton persona, tu sais qui tu veux. Du coup, tu te fais la liste des personnes qui ressemblent à ce persona. Donc là, ça peut être des marques pour les sponsors ou ça peut être des personnes pour les solopreneurs. Et puis après, bah, tu essayes de les rencontrer. Et donc, tu peux les rencontrer grâce à ton contenu, grâce à des masterclass, grâce à de la prospection ou des messages sur LinkedIn. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup LinkedIn. Et j'avoue, j'ai une relation quotidienne avec mes auditeurs, mais aussi avec tout mon écosystème. Donc, si je vois des personnes qui commentent, tu vois, qui postent, des marques qui m'intéressent, je vais aller engager la conversation avec eux. Ok, super intéressant. Du coup, là, c'est une partie de l'équation. On a le sponsoring et comment tu vas les chercher. Je sais que tu dois les mettre en avant non seulement sur le podcast, mais aussi sur la liste mail. Sur ta liste mail, tu as 4000 contacts. C'est déjà très bien. Et tu utilises Substack. À quel moment est-ce que tu as lancé ta liste mail et quand est-ce que... Enfin, qu'est-ce que tu fais concrètement pour pérenniser sa croissance? Je rigole trop parce que en fait, je me rappelle très bien quand j'ai lancé. C'est peut-être 6-7 mois après le podcast, quand j'ai vu qu'en fait, il fallait impérativement, quand tu as un podcast, avoir une newsletter, parce que le podcast, c'est l'enfer de la captation des gens. On ne sait pas qui écoute ni quand. Il y a très peu de data sur les plateformes de podcast. Donc, si tu n'as pas des mails pour avoir un peu une relation directe avec tes auditeurs, en gros, tu es mort. Donc, je me suis dit, mince, ok, je fais une newsletter. Et au début, j'ai commencé en inscrivant ma mère et genre 15 potes qui étaient salariés. Donc, en plus, rien à voir avec mon persona d'aujourd'hui. Et donc vraiment, c'était la loose, quoi. Je savais pas comment on faisait et tout. Donc j'ai quand même eu une cadence hebdo et en fait, j'ai cherché pendant longtemps un concept parce que je trouve que juste faire un copier-coller de son podcast ou un copier-coller de ses offres, c'est un peu naze. Et moi, j'ai toujours depuis le début une approche média, c'est-à-dire que je trouve que pour intéresser les gens, faut se creuser un peu la tête, tu vois. Faut pas juste dire bah coucou, c'est Flavie, je vends l'incubateur solopreneur, ça suffit pas. Moi, j'ai vraiment un angle éditorial. Ça se suffit en tant que tel, quoi. Le média, tu peux t'abonner, tu peux kiffer, même si tu n'achètes pas les produits. Donc voilà, j'ai cherché et j'ai eu plusieurs versions. Et là, j'ai encore rechangé, tu vois, j'ai dû changer 3 ou 4 fois de type de newsletter en gardant la cadence hebdo. Et là, je pense que j'ai un bon truc. Donc moi, ça part tous les vendredis à la fin des mini-séries. Il y a une partie bonus des épisodes, c'est-à-dire il y a des trucs en plus. Donc les trucs en plus, c'est les défis, c'est des liens, des petits outils. Et après, il y a une deuxième partie un peu plus evergreen avec un template à télécharger, des conseils evergreen solopreneur et un peu de building public. Et en fait, voilà. Et comment j'ai fait pour la faire progresser? Donc, un, changer le concept jusqu'à ce que ça soit bien. Deux, garder la cadence. Trois, j'en ai parlé plus sur mon podcast en l'occurrence, puisque c'est mon moyen numéro un d'acquisition. Et deux, j'ai mis le lien en premier lien sur LinkedIn. Et en fait, ça m'a fait aussi beaucoup d'inscrits. Et enfin, bah, des petits trucs, hein, genre glisser la newsletter dans les articles de blog. Voilà. Je pense que je pourrais en faire encore plus la pub. Par exemple, j'en parle jamais quasiment sur LinkedIn. Je fais pas de post en disant, bah tiens, ce vendredi, on parle de tel sujet. Donc ça fait partie de mes axes de progression. Et après, dernier truc un peu atypique, je l'ai transformé en payant.
Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que c'est un peu spécial. Enfin, tu vas me dire 4000 abonnés, je vais pas devenir riche comme Johan Lopez avec ma newsletter si je la passe en payant. En fait, j'ai fait ce choix parce que ça la transforme en un objet plus qualitatif. Les gens, au lieu de la jeter ou de pas la lire, s'ils s'abonnent, même si c'est pas cher, c'est 6 € par mois, je crois, bah, ils vont la lire. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, comme ça, je peux l'offrir aussi à des personnes qui participent à mon bootcamp, qui achètent mes produits pour les remercier. Donc tu vois, ça premiumise un petit peu cette newsletter. Alors je te rassure, je dois avoir même pas 150 abonnés payants sur les 4000. Mais voilà, ça fait déjà un premier palier. Et dans les produits digitaux, on sait que souvent le premier euro, il est plus difficile à sortir. Euh, donc moi, j'ai remarqué aussi que souvent, même mes clients, ils allaient venir de ces premiers 100, 150 personnes qui avaient déjà dépensé 6 € ou 9 €, je sais plus, pour manifester leur signe d'attachement à ce que je produis comme contenu. Et pour moi, ça me fait une petite base de départ plus resserrée, mais plus motivée aussi, je pense, à l'achat. Ok, intéressant. Du coup, tu dis que tu l'as fait évoluer Mm. enfin, jusqu'à ce que ça soit bien. C'est quoi bien? C'est quoi bien, du coup, pour toi? Comment tu sais que c'est bien? Ben, je le vois quand même au nombre d'abonnements, tu vois. Tu as un petit rythme, en fait, tu reçois les notifs avec le nombre d'abonnements, je regarde comment ça évolue. Les feedbacks des gens. Je me suis formée aussi, c'est-à-dire que dans les invités que j'ai reçus, il y en a qui m'ont expliqué comment faire des bonnes newsletters, donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Généralement, j'essaye d'appliquer les conseils que les gens me donnent dans le podcast. Et, 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 et puis voilà, que je sois à l'aise aussi pour l'écrire, parce que je trouve que tant que t'es pas à l'aise et que tu cherches tes mots, tu sais pas quoi raconter, t'en as marre de ce que tu racontes, ça va pas. Tu vois, il faut que le concept il soit à la fois bien pour le lecteur, mais bien pour la personne. Et donc moi, je cherchais un petit peu plus de scalabilité aussi, pouvoir préparer une partie de la newsletter en avance. Parce qu'à un moment, à force, j'étais trop dans le weekly, quoi. Toutes les semaines, je devais réécouter mon podcast et tout. Donc j'ai pris le temps aussi de faire des process. ChatGPT, par exemple, pour prendre le transcript, le transformer en un résumé, le mettre directement dans ma newsletter. Tu vois, j'ai fait vraiment un travail de fond, de forme. Et voilà. Et après, j'avais quand même oublié un truc important. On avait travaillé ensemble aussi dans ton bootcamp, c'était les lead magnets. J'avais pas vraiment de lead magnet, en tout cas, j'en ai pas vraiment fait la pub. Et ça faisait longtemps que j'avais le projet de faire un quiz solopreneur. Et en fait, quand j'ai créé mon produit, l'incubateur, voilà, ça m'a sauté aux yeux exactement les critères que je cherchais comme personne pour rejoindre l'incubateur. Donc voilà, ça a été facile, j'ai transformé ça en quiz. Et maintenant, un de mes lead magnets qui marche le mieux, c'est le quiz solopreneur pour savoir ton score sur 100. Et j'ai 4 profils de solopreneur. Et quand tu passes le quiz, je t'envoie, je sais plus, 20 conseils par profil. Et ça, c'est gamifié, ça donne envie aux gens, ils sont contents. Puis j'envoie une playlist de podcasts. Et enfin, je rajoute les gens à ma newsletter sur Substack. Donc ça m'a fait aussi une forme d'acquisition. J'ai acquis à peu près 380 personnes depuis le début de l'année sur ce quiz. Donc, une façon aussi de renouveler ma base email. 10% quand même presque, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu m'as dit que tu en parlais sur ton podcast, mais aussi sur LinkedIn. Ça tombe bien parce que c'est un sujet dont je voulais parler. T'as 20 000 abonnés aujourd'hui sur LinkedIn. Qu'est-ce que t'as fait pour arriver à ces 20 000 abonnés et qu'est-ce qui a commencé en premier? Est-ce que c'est le podcast? Est-ce que c'est LinkedIn? Alors, je suis vraiment pas partie de très haut parce que vous vous rappelez que j'étais pas entrepreneur, j'étais salariée. Donc j'avais hyper peur de poster des trucs sur LinkedIn. Alors, j'étais active sur LinkedIn, mais plutôt en mode sous-marin. J'avais genre 3 000 4 000 contacts, des gens que je connaissais, des messages privés. Mais au départ, quand j'ai parlé de mon podcast, en gros, j'y suis allée pour le podcast. Je me suis dit, bah, si je veux des écoutes, il faut que j'en parle quelque part. Donc, au départ, je m'étais créé un compte Instagram sous un faux nom, enfin, sous un nom, enfin, pas mon nom, Flavie Prévost, parce que j'avais honte de parler de mon podcast dans mon univers corporate. Et après, je me suis dit, bah merde, je vais faire un post par semaine sur le podcast. Et puis, tant pis, mon podcast, c'est pas, ça va. C'est pas non plus comme, enfin, je veux dire, c'est pas un truc scandaleux, quoi. C'est plutôt un truc bien en plus, donc je peux le mettre en avant. Mais il y a ce petit côté, tu sais, tu parles pas de ton employeur, donc tu sais pas si tu as le droit. Donc j'ai fait ça. Et après, bah là, j'ai découvert le rabbit hole, comme on dit, tu vois, c'est-à-dire bah, tout ce qu'il faut pour publier sur LinkedIn et qu'en fait, ça va pas de juste poster son podcast et dire, bah écoutez-le, il est génial. Non, ça marche pas. Donc je me suis fait coacher surtout par mes invités, quoi, qui sont venus dans le board me raconter des trucs sur le copywriting, LinkedIn, j'ai tout appris sur le tas. Et j'ai commencé je me rappelle, mon challenge, c'était pendant mon 2e congé maternité. Je me suis dit, je vais faire un truc professionnel par jour. Je vais
poster un post par jour sur LinkedIn. À l'époque, ça me prenait genre 2 heures, je crois. Donc, c'était l'horreur. Mais bon, ça me raccrochait un petit peu à ma vie pro, quoi. C'était pas désagréable d'avoir au moins une activité qui n'était pas des couches ou quoi. Et depuis, j'ai à peu près gardé le rythme en améliorant. Et à mon deuxième moment d'épiphanie, ça a été... alors, j'ai eu 2 autres moments d'épiphanie. Un, quand je me suis dit, faut que je me spécialise en fait sur le soloprenariat parce que je parlais de trop de choses. Le Web3, le machin, enfin toutes mes expériences, donc c'était trop, les gens ne comprenaient pas. Je me suis dit, ben écoute, je vais parler que de soloprenariat, que du board, comme ça, ce sera plus clair. Parce que j'avais pas besoin de LinkedIn pour trouver mes clients en freelance. Donc, go. À partir de là, comme par hasard, mon profil était optimisé, les gens savaient pourquoi s'abonner, donc ils se sont beaucoup plus abonnés. Et puis la dernière épiphanie, ça a été, faut pas que je parle de mon podcast, faut que je parle des problèmes de mon persona. Donc, je vais parler de pourquoi c'est chiant d'avoir un plafond de verre quand on est freelance, pourquoi c'est dur en fait de vendre un bootcamp, comment on fait pour créer son premier produit digital. Et en fait, forcément, la réponse naturelle à tout ça, tous ceux qui voudront aller plus loin, les je sais pas combien il y en a, 3, 4, 5% par personne, enfin de l'audience qui veut creuser plus le sujet, ira écouter le board à un moment. Et à partir du moment où j'ai arrêté de parler de mon podcast, en fait, il y a eu plus d'écoute grâce à LinkedIn. C'est paradoxal. Ok, c'est marrant ça. Du coup, on a parlé de LinkedIn, du podcast, de la liste mail. Comment ça fonctionne tout ça actuellement dans ton business model actuel? Alors, comment ça fonctionne? Tu veux dire quoi? En revenus, en organisation Oui, comment tu fonctionnes déjà pour t'organiser? Parce que déjà, c'est quand même pas mal de boulot. Un podcast, plus LinkedIn, plus la liste mail, plus du coup la partie partenariat et une partie dont on n'a pas encore parlé, c'est ton bootcamp. Ça fait quand même pas Mm. mal de choses. Bah, en fait, j'ai compris, à force qu'il y avait, une hiérarchie quoi, tu vois? Qu'il y avait la fameuse content cascade, un peu comme une pyramide. Donc finalement, moi, en gros, j'ai pris une feuille de papier et j'ai dessiné tout ce que je faisais à tous les endroits et je me suis dit: «Quel est le lien, logique entre les trucs?» Et j'ai remarqué que mon parcours client, mon parcours, contenu, enfin, je sais pas comment on pourrait dire, mon parcours de content, c'est un, je poste un truc sur LinkedIn qui parle de soloprenariat. 2, en fonction de ce que vont me dire les gens, les questions, les commentaires et tout, ça va me donner des idées de thèmes pour mon podcast. Tu vois? Par exemple, si j'ai, 50 réponses sur, «Putain, c'est dur de créer un produit scalable», bon, bah, banco. Ensuite, je vais chercher des invités, souvent sur LinkedIn, pour faire, des thèmes divers et variés toutes les semaines. Là, je batch mes podcasts, donc j'essaye d'en faire plusieurs à l'avance pour pas me les faire c'est pas tous les vendredis que j'ai mes podcasts, c'est je sais pas, pendant un mois, je vais enregistrer 6 ou 7 épisodes et puis le mois d'après, j'en aurai moins. Voilà. Puis, une fois que j'ai défini le calendrier édito, alors j'ai plus qu'à, entre guillemets, mettre dans la newsletter le truc qui va bien avec le thème de la semaine. Par exemple, la semaine dernière, c'était parents solopreneurs. Bon, bah forcément, dans ma newsletter de la semaine, il y a eu des trucs sur la parentalité, l'organisation, l'efficacité. Tu vois, je parlais pas d'un autre sujet. Voilà. Et après, je refais une boucle sur LinkedIn où je fais un post qui a un lien avec ça pour dire, bah voilà, écoutez le podcast ou abonnez-vous. Tu vois, ça fait une sorte de cercle vertueux comme ça. Je l'ai trouvé il y a pas longtemps, voilà. Donc ça me conforte. Mon podcast, mon asset principal, c'est le podcast. Il est au milieu, c'est vraiment ma content cascade. Et donc, en amont et en aval, je vais utiliser LinkedIn, quoi, essentiellement. J'ai un petit peu Insta, tout ça, mais c'est pas non plus trop intense. C'est surtout LinkedIn qui me sert. Et si on parlait un peu du bootcamp, du coup, on a parlé pas mal de médias à tes débuts. Quand est-ce que tu as décidé de former un peu, entre guillemets, accompagner ton audience? Alors, ben, donc moi, j'ai commencé par le média. Donc moi, j'ai une méthode qui est la méthode des 4 piliers, où en gros, pour moi, pour être un solopreneur qui gagne sa vie, il faut avoir 1, une expertise, 2, un média, 3, un produit scalable, comme par exemple un bootcamp ou un programme en ligne, et 4, une communauté, c'est-à-dire des fans, des gens qui vont pouvoir acheter, qui vont pouvoir soutenir. Et contrairement aux freelances de base, tu vois, aux coachs, aux formateurs, j'ai pas commencé par l'expertise, moi, j'ai commencé par le média. Donc j'ai créé mon média. Donc moi, je devais dériver de mon média une expertise, chose que je suis en train de faire avec mes conférences, et dériver de mon média un produit. Voilà, donc je me suis dit, bah, allez, go, je dérive un produit. Et en fait, je t'ai dit, donc c'est arrivé par fierté en mode, bah, ah merde, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent avec son podcast, bon, bah, vas-y, il faut que je m'en occupe. Et deuxièmement, j'ai reçu 2 messages, c'est pas non plus 100, hein, genre de personnes qui m'ont dit, au bout de 2 ans du board, un truc comme ça, ah, c'est trop cool ton podcast, est-ce que tu peux m'envoyer le lien vers ta formation?
Et alors moi, je suis là, bah, j'ai pas de formation. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Ah bah mince. Et là, je me dis, ah, il y a peut-être un marché. Alors, j'avoue, 2 personnes sur, je sais pas combien de milliers d'écoutes, ça fait pas beaucoup, mais quand même, c'est le signe. Donc je me suis dit: «Bah, il y a peut-être un produit» et là, j'ai commencé à me mettre en mode produit, donc je me suis enfermée un peu, le soir, j'ai commencé à écrire des trucs sur un Notion et j'ai voulu créer un premier produit digital qui était un peu un kit sur Notion et quand je l'ai vendu, je l'ai pas vendu de ouf, quoi. J'ai dû en vendre 10 ou 20, je sais pas, on va dire 20. Hem, Là, les gens m'ont dit: «Ah, ce serait cool de le faire, mais avec toi et avec d'autres». Et donc moi qui voulais pas trop faire de bootcamp parce que je trouvais ça, chiant à organiser, je me suis dit: «Bon, bah, c'est ce que veut mon persona» et en fait, je comprends pourquoi. C'est parce que, moi, je suis dans mon persona, c'est qu'en fait, c'est des gens tellement pris par leur mission client, toujours à vendre leur temps, que si tu les bloques pas sur un créneau pour, les forcer à apprendre, donc le format cohorte avec des dates imposées et tout, ils finiront jamais la formation en ligne, ils liront jamais le livre ou, le e-book ou le truc. Donc voilà, ben, je me suis dit: «Allez go, je vais sur mon bootcamp» et mon bootcamp, il est dérivé de mon podcast dans le sens où en gros, à force de raconter ma vie sur le podcast et d'expliquer mon modèle de solopreneur diversifié, j'ai vu qu'il y avait une traction en termes de contenu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parlais de ça, comment je suis sortie de la vente du temps, comment j'ai réussi à me diversifier, comment j'ai réussi à dépasser les 100 000 euros par an facilement sans freelancer pendant tout mon temps, à chaque fois, les gens, ils accrochaient beaucoup plus à ça que quand je parlais d'autres sujets, genre, je sais pas moi, trouver des clients en freelance. Et là, je me suis dit, ah, ça m'a fait un signal. Après, j'ai regardé l'environnement concurrentiel, j'ai vu que personne en parlait. Parce que, en fait, personne avait ce persona-là de ancien dirigeant devenu freelance, machin. Donc, je me suis dit, ah, c'est peut-être un petit signal, tu sais, le fameux monopole personnel que tout le monde cherche, mais que tu sais pas du tout ce que c'est jusqu'à ce que tu tombes dedans. Et là, bah, j'ai écrit, et à force d'écrire des pages et des pages, j'ai vu cette méthode des 4 piliers un peu, tu vois, qui apparaissait. Elle s'appelait pas comme ça à l'époque, elle était pas si claire. Mais moi, je suis très framework. Je n'aime pas les gens qui disent, bah, vas-y, fais ça, ça a marché. Moi, j'ai besoin de A, B, C, D, E, tu vois, une méthode sûre. Et donc, j'ai développé cette méthode. Et à partir du moment où j'ai eu la méthode des 4 piliers de la scalabilité, ben, c'était simple. C'était bon, ben, mon bootcamp, il faut que j'apprenne à faire les 4 piliers. Et après, j'ai ajouté de la pédagogie, des exercices du groupe, enfin tout ce qui fait partie du métier du formateur, que je connaissais, une chance grâce à ma vie d'avant où j'avais formé plein d'équipes et tout. Donc voilà, la partie animation a été moins difficile pour moi parce que j'avais l'expérience, mais par contre la partie concept, ça m'a pris du temps. Et je suis passée par plein de produits ratés, parce que j'ai dû en faire deux, trois, un peu pas sur les bons sujets, avant d'avoir cette traction-là. Ok, intéressant. Du coup, la première fois que tu l'as lancé, comment tu as fait? Alors, j'ai écrit un post sur LinkedIn, je crois, tout simplement, et je l'ai lancé à 1 000 euros par personne. C'était vraiment pas cher. C'était sur combien de Et temps? 3 mois. Ok. T'as eu combien À de peu près le personnes? même programme qu'aujourd'hui, 3 mois, 6 lives. Enfin, ou 4 lives, peut-être qu'à l'époque, c'était ça. Et puis, ben, j'ai eu un copain d'école de commerce devenu solopreneur qui m'a dit: «Ah, je veux bien le faire». Une ou deux personnes. Ah oui, j'ai fait un live sur LinkedIn, mais c'est vraiment, j'avais aucune technique, quoi. C'était purement, limite presque, je donnais toute ma méthode dans le live. Mais malgré ça, il y a quand même des gens qui m'ont dit: «Moi, je suis partante». Et après, j'ai fait de la prospection un peu en direct, quoi. En gros, tous les gens qui m'avaient un peu commenté, que je savais qu'ils étaient dans ce profil, je leur ai dit: «Ah, qu'est-ce que t'en penses? J'ai un bootcamp, ça me plairait bien de t'avoir, machin». Donc j'ai fait ça et j'ai eu 7 personnes à 1 000 euros pour commencer. Et je me suis dit, bon, bah, c'est fair enough voilà, pour une première version. Ok, top, c'est déjà bien, ouais. Euh, et là, aujourd'hui, à ce jour, tu l'as lancé combien de fois? Alors, je l'ai lancé 4 fois. Là, j'en suis à 12. Moi, j'ai pas augmenté beaucoup la voilure parce qu'il y a beaucoup de faits maison, quoi, de faits main avec moi. Par contre, j'ai augmenté les prix. Donc, j'en suis à 12 à 4 000. Et puis, le prochain, c'est 5 000, le prochain, 6 000. Tu vois. En gros, ma cible de prix, c'est à peu près entre 6 et 10 000, je pense, à terme, dans longtemps. Parce que je vise des solopreneurs qui gagnent 100, 150, 200 000 euros par an, donc c'est pas non plus énorme. Et le programme, il est comment dire, très héroïste. On travaille sur le business model, on gagne des revenus asynchrone direct. Donc, tu vois, c'est Ouais, pas comme un truc sur, je sais pas, ton mental où tu verrais pas les ouais. effets sonnants et trébuchants. Là, si tu lances un produit à 15 000 derrière, bon, bah, ok, c'est rentabilisé. Et alors, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté le plan de contenu de podcast qui est adapté, c'est-à-dire que maintenant je fais des épisodes qui ont un rapport
avec le podcast, plus, tu vois, alors qu'avant, j'y avais pas pensé. J'ai fait beaucoup plus de testimoniaux aussi, donc des témoignages de clients. J'ai même fait des témoignages audio que je mets en pub au début de mon podcast qui donnent envie. Et puis j'ai créé un deuxième produit qui est un peu une sorte d'antichambre au bootcamp parce que c'est donc l'incubateur solopreneur version libre service. Et généralement, quand tu goûtes à ça, tu kiffes trop, tu te dis ah c'est de la bonne cam, mais évidemment t'as pas le temps de le faire parce qu'il y a personne qui te colle au basque pour que tu fasses tes exercices. Donc voilà. Déjà dans ma dernière promo, j'ai vu qu'il y en avait 2 ou 3 qui étaient passés de l'incubateur au bootcamp. Donc c'est un peu un produit au départ que j'avais fait pour les alumni du bootcamp, pour pas que ça s'arrête brusquement et pour leur permettre un atterrissage. Je m'étais dit, tiens, je vais continuer à les voir un petit peu. Et ben, ça devient aussi une petite écurie pour les prochains qui vont participer au bootcamp. Ok, intéressant. Donc 12 fois 4 000 € sur la dernière promo. Exactement. Et puis, j'allais oublier quand même, parce que c'est quand même pour ça que j'étais venue te voir. J'ai fait des masterclass des vrais, donc avec la méthode Kevin Pem. J'avais suivi ton bootcamp et en fait, c'était au moment où je construisais l'incubateur, donc j'avais besoin des masterclass pour vendre l'incubateur version self-service et pour vendre le bootcamp. Et j'ai testé pour les deux, donc un panier moyen à 200-300 € et un panier moyen à 3-4 000 €. Et ça, j'ai eu les mêmes résultats sur les deux, c'est-à-dire à peu près 10 ventes par masterclass. Donc oui, ça prend du temps. Oui, c'était des méthodes à s'approprier, mais au final, maintenant, je l'ai mis tu vois, un peu dans ma routine, un peu comme une brique de média. Et comme moi, en plus, je fais du média, j'adore ça. Moi, faire des lives, des masterclass, j'adore ça. Donc, c'était quand même idiot d'en faire et que ça soit pas optimisé pour la vente. Et là, du coup, généralement, en lancement, je vais faire je vais faire une masterclass par mois quand je suis en lancement. Donc, tu vois, peut-être, allez, 2 par trimestre. Donc, ouais, deux tous les 3 mois. Une sur le thème plus junior, freelance pour l'incubateur self-service et une sur le thème plus senior. Et voilà, et d'ailleurs, je pense que moi, mon feedback, c'est aussi de ne pas hésiter à faire des masterclass vraiment spécialisées, quoi. Parce que, voilà, je pense que maintenant que je connais très bien mon persona, je peux me permettre de faire des lives où il y a peut-être moins de personnes, mais par contre, celles qui seront là, elles seront hyper, hyper qualifiées. Moi, j'ai besoin que de 12 personnes, donc j'ai pas besoin de 500 personnes à ma masterclass. Je sais que mon truc, ça va être entre 5 et 10% mon taux de conversion. Mais du coup, si j'ai déjà 100 personnes hyper, hyper qualifiées, ben, c'est top en fait. Je vais remplir la moitié de ma promo et le reste, ça va être mon bootcamp, ma newsletter, mes fans un petit peu ou des gens qui voulaient au trimestre d'avant mais qui n'étaient pas dispo. Donc, parce que c'est de moins en moins dur aussi de lancer un bootcamp parce que promo 1, c'est le pire. Promo 4, tu as déjà un peu un petit stock de personnes que tu peux un peu réactiver. Ouais, c'est ça. Toi qui étais déjà bien compétente sur la création de contenu, tu vois, la création d'un live, c'est pas forcément difficile. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire le bootcamp? Je dirais que, moi, ça m'a aidé en fait à articuler mon contenu entre le gratuit et le payant, quoi, aussi. Parce que le problème, en fait, on a les qualités de ses défauts, mais le problème de quelqu'un qui crée beaucoup de contenu et qui est un média, c'est que, bah, c'est beaucoup de boulot, souvent gratuit. Donc après, tu oublies aussi un peu de vendre. Et donc moi, je me suis dit: «Ah, oui, quand même». Enfin, je veux dire, ça fait 3 ans, j'ai au moins 600 épisodes. 3 ans que je ponce le sujet. C'est quand même normal que 3 ans plus tard, en fait, ça me fasse vivre. Mais ça va être que ma première année où ça va me faire vivre. Donc, tu vois, à un moment, je me suis rendu compte de l'absurdité, quoi. Enfin, du monde dans lequel on vit, où en gros, toi, tu crées pour tout le monde, tu leur files tous tes tips et tout, et puis tu es obligé de freelancer à côté sur un truc qui a rien à voir pour te payer. Donc, je me suis dit, bon, non, il faut que je remette un tout petit peu plus d'intention sur le fait de vendre. Et voilà, et du coup, c'est ça que ça a changé. Les méthodes, les techniques aussi, bien sûr, le script, justement pour être à l'aise avec l'idée de vendre son produit. Et tout ce qui est marketing automation que j'avais pas fait, puisque malheureusement j'étais sur Substack, donc je n'avais pas de segmentation, j'avais pas de tag, j'avais pas du tout de démarche de vente par email. Et grâce à toi, bah, j'ai testé tous les scénarios. Et en fait, ça a hyper bien marché pour avoir des inscriptions, pour avoir des téléchargements de lead magnet, pour avoir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, des ventes aussi, avant, après, tout ça. Donc, le combo gagnant, on va dire. Trop bien.
Trop bien. Il faut savoir que ouais, Flavie a la spécificité d'avoir un média, donc on a eu cette problématique-là où on s'est dit, j'ai 4000 abonnés sur la newsletter Substack, il faut quand même que je fasse un peu de segmentation. Avec la masterclass, il faut trier les inscrits, trier les clients, il faut trier ceux qui sont présents, etc. Et ça par produit, parce qu'il y a 2 produits, il y a l'incubateur solopreneur en libre service, et puis il y a le gros bootcamp à 4000, 5000 euros. Donc il y a quand même un peu de segmentation à faire et comment on gère les gens qui se désabonnent des emails de vente. Je me rappelle que la décision que tu avais prise, c'est de garder la partie média et de dissocier les deux, de se dire si les gens ils se désabonnent de System.io, du coup, qui est l'outil que tu as utilisé pour les emails, les tunnels, etc. On considère qu'ils sont quand même abonnés aux médias et sur le média, du coup, tu es un peu moins pushy au niveau de la vente. Ouais, voilà, c'est ça. Et ben, du coup, voilà, mon média, faut se rappeler que c'est mon asset long terme aussi. Dans 10 ans, le board, ça existera encore, ça aura peut-être de la valeur, peut-être que je pourrais le revendre à un autre média ou à une marque. Donc, j'ai pas envie non plus, tu vois, de faire du hard sell pour un truc à 300 balles qui va me rapporter 3000 euros ce mois-ci, tu vois, et de péter mon média. Donc, c'est la force et l'inconvénient du média. La force statutaire, la méthode, la confiance. L'inconvénient, on ne peut pas non plus y aller comme un bourrin, parce qu'on ne va pas changer de mailing list dans 3 jours. Donc ça me force à peut-être un petit peu plus doser, mais je pense qu'à long terme, ça sera un pari gagnant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Intéressant, hâte de suivre ça. Si je te demandais quel conseil tu pourrais donner aux solopreneurs qui cherchent à monétiser leur expertise sans vendre directement leur temps, ce serait quoi? Alors, déjà de reprendre là mes 4 piliers et de se fixer un objectif par pilier, ça va énormément simplifier votre vie et surtout les aligner. Donc moi, c'est très clair, mon produit, c'est l'incubateur solopreneur. La façon dont je vais le vendre, c'est mon média, le board, donc mon podcast et ma newsletter. L'expertise que j'en ai dérivée, c'est une conférence que je vais donner aux entreprises sur la liberté. Et puis ma communauté, c'est tous les membres de l'incubateur qui vont me faire de la preuve sociale, etc. Donc tu vois, quand on se fixe un objectif par pilier, par trimestre, ça suffit. Et peut-être que votre premier objectif, c'est lancer une newsletter éditoriale sur votre sujet. Peut-être que votre premier objectif, c'est augmenter vos prix dans votre pilier expertise. Donc voilà, allez-y étape par étape, il n'y a pas de petits gains, il n'y a pas de petite diversification. Moi, j'ai commencé par 4000 euros. J'étais trop contente, ça m'a payé mes vacances, ça m'a enlevé du poids. Et en fait, ce que j'adore dans la scalabilité, c'est ça, c'est que ça commence petit, mais après, on est tellement content quand au début du mois, c'est comme si vous aviez déjà, je sais pas, la moitié de l'argent qui était fait grâce à vos produits dérivés ou à vos produits scalables. Et du coup, ça enlève un effort commercial à aller chercher. Donc, prenez ce temps d'investir maintenant. Et ouais, du coup, mon deuxième conseil, c'est prenez au moins un jour par semaine sans vendre votre temps pour travailler sur la scalabilité et créer ces produits parce qu'ils vont pas arriver comme ça par la poste. Coucou, je suis ton bootcamp qui te rapporte 100 000 euros par an. Bah non, moi j'ai passé des nuits blanches, j'ai passé des journées. Et donc, c'est autant de journées où j'ai dû sacrifier 800 ou 1000 euros de facturation client parce que après, ça me rapporterait. Ouais, très clair. J'aime bien poser une question à signature aussi, qui sera peut-être complémentaire à la question que je viens de te poser. Avant, je parlais de koh, mais maintenant, il y a une émission qui sera plus adaptée, je pense. Imaginons que demain, il y a la télé qui te contacte pour t'offrir 1 minute juste avant qui veut être mon associé et que tu dois partager un message à des solopreneurs ou aux entrepreneurs en général. Tu leur dirais quoi? Je pensais à ça en plus parce que je me disais, oh, la télé est déjà en retard sur nos façons d'entreprendre, c'est triste. Je leur dirais, mais ne prenez surtout pas d'associés. Pourquoi vous allez vous faire chier à prendre des associés, à diluer votre capital et tout? Soit devenez solopreneur, c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous êtes seul maître à bord. Par contre, quand vous voulez créer des choses à 2, à 3, à 4, c'est possible, mais vous le faites sur un projet ponctuel. Et tu vois, moi, j'organise des séjours de surf pour solopreneurs avec une pote. Tu vois, je crée un collectif avec une autre pote. Mais par contre, mon bébé à moi, le board, c'est à moi. Vous pouvez pas me le prendre. Personne n'a investi dedans, voilà. Et donc, ouais, je dirais, facilitez-vous la vie. Vous pouvez entreprendre seul et vous faire aider par des super freelances, prendre des bootcamps quand vous avez besoin de compétences. C'est pas la peine d'attendre la Saint-Glinglin, là, de trouver le bon associé. Ça, c'est une méthode du passé. Du coup, je serais blacklistée ils voudraient jamais passer ma pub, mais voilà. Ouais, c'est un bon message personnellement enfin moi qui ai eu un problème avec des associés avant. Ah mince.
Je déconseillerais aussi au début, ou en tout cas, si jamais vous le faites bien un pacte d'associés, mais le truc c'est que ça coûte cher, donc bon, pourquoi le faire au début, quoi. Ok, bah merci beaucoup Flavie, c'était trop cool comme épisode. Si on veut te retrouver, on te retrouve où? Plutôt le podcast, plutôt LinkedIn? Ouais, bah écoute, les 2, mon capitaine, ça dépend de vos usages de balade, tout ça. C'est leboard.fr. Il y a mon site, il y a tous les trucs dessus, à peu près, quand j'y pense. Donc voilà, au plaisir. Et puis surtout, bah, venez me parler si vous avez des questions sur LinkedIn, parce que moi, ça m'intéresse d'avoir des potes solopreneur scalable. Donc, si vous êtes en train de créer votre bootcamp, votre produit en ligne, avec toi peut-être Kevin, enfin moi j'avais apprécié aussi dans ton bootcamp être avec d'autres personnes qui partagent le même contexte. Ça fait tellement de bien par rapport à mon mec qui est salarié, qui est là, mais qu'est-ce que tu me racontes avec tes masterclass, tes tunnels de vente et tout. Voilà, donc on pourra se prendre un café et discuter avec plaisir. Ouais, avec grand plaisir, on vous mettra le lien en description. Merci beaucoup Flavie, et à très bientôt. Merci. Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.